Dans cette rentrée, le retour des invités communautaires du mercredi. Aujourd'hui, c'est le grand rabbin de France, Raïm Corsia, qui est à votre micro. Laurence Goldman, bonjour. Bonjour Elsa, bonjour Monsieur Laurent Raman Bonjour. France. Vous rendez régulièrement visite aux communautés juives de France à l'occasion de Shabbat plein. Dans une semaine, vous serez l'invité d'une synagogue parisienne. Dans quel état d'esprit sont les fidèles juifs que vous rencontrez, Chaim Corsia, après l'attentat contre la synagogue de la Grande Motte à la fin du mois d'août? Vous avez parlé de la colère des juifs de France plutôt que de leur inquiétude. Pour quelle raison? L'inquiétude, ça pousse à s'enfermer. La colère, ça pousse à trouver une solution, ça pousse à sortir. Je parle pas de colère comme on pourrait l'imaginer, une sorte de colère qui fait tout fracasser. Je parle de la colère dont la Bible parle, celle qui fait que Pinchas, fils d'Élazar, fils d'Aaron, le grand prêtre, ne peut pas supporter qu'on humilie Dieu et que Cosbi Batsour et Zimri Ben Salou couchent ensemble devant tout le monde, cette sorte d'humiliation. Et donc il a une sorte de rage en lui, une colère qui dit mais je vais faire quelque chose. Il pose un geste, il les tue tous les deux, et tout le peuple se dit stop, faut arrêter, on est allé trop loin. Au fond, c'est cette colère qui pousse à poser des limites. Et moi, j'ai été sidéré de la force de résilience de la communauté juive de la Grande Motte, que je suis allé voir, avec ensuite la communauté de Montpellier, qui est juste à côté, qui ont j'ai fait en sorte que, mais en fait c'est eux, et en particulier la présidente qui est formidable, qui s'appelle Sabine Atlan, qui a maintenu la conférence qui devait avoir lieu le lundi soir. C'est-à-dire que la synagogue brûle le samedi matin. Samedi soir, quand je l'ai après Shabbat, elle me dit ben, la gendarmerie veut qu'on annule la conférence de lundi soir. Pas question, je lui dis. J'appelle le préfet. On voit que finalement tout le monde veut que ça continue. Je dis mais si on a peur, on ferme tout, on arrête les activités. C'est ça, c'est la peur. La peur, c'est l'enfermement. La colère, j'allais dire une colère juste, c'est une façon de rester debout, de continuer à faire ce qu'on a à faire, à le vivre. Oui, toutes nos communautés, je le dis ici, une façon de dire, c'est notre responsabilité d'assurer la sécurité. Donc, il ne s'agit pas de dire tout va bien. Il n'y a pas de souci. Il y a des soucis. Il faut donc anticiper sur les risques, durcir les bâtiments, c'est rendre plus costauds les bâtiments, mettre des blindages, mettre des codes, et avoir un comportement collectif de vigilance. Mais en même temps, ne pas abdiquer, ne pas être soumis. Voilà l'enjeu qui est le mien. Vous rappelez, pour rester sur l'attentat de la Mais Grande Motte. effectivement, je vais la semaine prochaine au centre Edmond Flegg, et j'aime profondément ce centre parce que d'abord, c'était le centre où j'allais de temps en temps quand j'étais jeune élève à l'école rabbinique. C'est dans le 5e arrondissement de Paris. C'est aussi un lieu pour les étudiants. C'est aussi un lieu qui abrite, au-delà de la synagogue, une école qui est formidable, une prépa, à qui je souhaite grande réussite. Et EMC2, voilà. pour ne pas la Et je nommer. trouve que ce foisonnement, à la fois, on fait que les étudiants se rencontrent, on vit une vie communautaire le Shabbat, on étudie en même temps, il y a aussi des études juives. Eh bien, tout ça, c'est ce qu'on doit proposer. Au fond, de quoi on doit s'assurer, nous vous m'avez qualifié de communautaire. Moi, je pensais que je m'occupais un peu de tout, mais je ne suis pas enfermé dans une Non, communauté. je ne vous ai pas qualifié de Non, vous dites communautaire. les invités communautaires qui viennent. Mais c'est pour l'ensemble de la société. Vous vous rendez compte, Flegg, l'étude, la spiritualité et les jeunes qui se rencontrent. Moi, je pense qu'un des grands enjeux aujourd'hui de la communauté juive, mais de la société, c'est comment les jeunes peuvent se rencontrer. Sur quel projet ils se rencontrent. Pourquoi on a autant de divorces. Pourquoi on n'arrive pas à se porter sur la véritable chose qui compte dans la vie. Qu'est-ce que je veux faire, avec qui je veux le faire. Pourquoi on zappe tout, comme on zappe tout et n'importe quoi. Pourquoi quand vous prenez un abonnement au téléphone, on vous le vend en disant c'est formidable, sans engagement. Quel mal il y aurait à s'engager. Et voilà un centre comme le Centre Flag où on dit aux jeunes, venez vous engager. Venez participer à quelque chose, construisez la vie, construisez votre vie, rencontrez la personne avec qui vous pourrez construire votre vie. Je crois que dans nos communautés, et surtout quand je tourne en province, je vois la difficulté que ces petites communautés éparpillées partout en France ont comme problème à faire en sorte que les jeunes se rencontrent. Donc moi, Les jeunes juifs. oui, les jeunes juifs se rencontrent parce que, si vous voulez, quand vous grandissez, je sais pas, une petite ville de province,
les gens avec qui vous grandissez, c'est comme vos frères, vos sœurs, vous les avez toujours vus, ils sont toujours là. Vous ne les imaginez pas dans un projet matrimonial. Mmh. Donc en fait, il faut faire un effort pour sortir quelqu'un de l'évidence. En fait, il faut ne plus voir quelqu'un pour mieux le voir. Ah ça, c'est une démarche, pardon, assez «communautaire» entre guillemets, ce que vous nous décrivez, Non, ça. En quoi d'abord, elle s'inscrit dans le cadre, à la fois de la République et du parce que, franco-judaïsme que je vous crois que, incarnez? oui, c'est une très bonne question que vous posez, parce que, au fond, qu'est-ce qu'on est chargé de porter dans la société en tant que juif? La notion d'espérance. Parce que, comme Alors l'aurait dit, j'allais évoquer votre livre, mais je le très bonne montre, idée, très très bonne idée. à la Mais Edmond caméra. Fleck disait, être juif, pourquoi je suis juif? Parce que j'espère quand plus personne ne sait qu'est-ce qu'espérer. Et dans notre responsabilité collective, qu'on appelle en termes spirituels Or Lagoïm, lumière pour les nations, je crois qu'il y a cette façon d'espérer. Or, j'ai la conviction qu'on ne se marie que si on espère. Et que quand vous regardez le taux de mariage qui chute, je parle même plus des divorces, mais le taux de mariage qui chute, c'est une façon de dire, je réduis mon apport à la société aux acquis. Qu'est-ce que la société peut m'apporter? Mais je ne vois pas comment moi je peux m'engager pour la société. Donc oui, évidemment, c'est communautaire dans les termes des mariages, mais la réalité, c'est que l'ensemble de la société, l'ensemble de la nation a besoin de retrouver cette espérance, cette confiance dans l'avenir, dans le futur, qui, par exemple, fait faire des enfants. Quelle était notre force dans l'Europe? C'est que notre taux de natalité, il était à 2,1 et les Allemands à 1,7. Eh bien, on est en train de régresser et de redescendre. Pourquoi? Parce qu'à 2,1, on pouvait assurer Mmh. la suite. Renouvellement de génération. La suite. Mmh. Donc, en fait, c'est une question de confiance. Vous n'assurez la suite que si vous avez confiance. Alors, je signale à nos auditeurs que vous serez à la fin du mois l'invité de l'atelier philo, hein, pour aller plus avant dans ces idées que vous développez dans votre livre. Mais dans ce format d'interview, en tout cas, Je suis nous très sommes fier, très obligés touché de voir tous les post-it que vous avez mis à mon de... livre. Oui, je l'ai presque fini d'ailleurs. Et on va en reparler, je pense, mais dans cette émission, je vous interroge sur l'actualité et on est obligé d'en parler de ce député insoumis, Émeric Caron, qui a saisi Non. la procureure de la République pour signaler des propos. Non, non, mais c'est sur le fond que je vais vous interroger, Pardon, qui non pas dit, sur sa démarche. qui dit qu'il a saisi la Ouais. rue, moi j'en sais rien de ce qu'il fait. Mais peu importe, Il le je dit. voudrais revenir à ce que vous avez dit pour commenter cette annonce de Émeric Caron. Lui, c'était pour protester contre ce que vous aviez qualifié de fait de guerre, hein, pour qualifier les victimes palestiniennes de Gaza. Et vous avez dit chez l'un de nos confrères, pour analyser beaucoup de ces responsables politiques de LFI, c'est plus d'un psychiatre dont on aurait besoin. Oui. En quoi ce comportement de responsable politique relève de la psychiatrie selon vous, et non pas d'une démarche politique, d'une idéologie bien réfléchie, comme ça semble être le cas Parce des que insoumis? quand une logique est obsessionnelle, elle relève de la psychiatrie. Mais tous les Pour antisémites moi, sont ce obsessionnels. Caron-là Mm. est celui à qui, lorsqu'on raconte le calvaire de Ilan Halimi, répond « Oui, mais les enfants palestiniens ». Vous pouvez juste me dire le rapport entre les deux? Vous pouvez Donc, quand on est obsessionnel à ce point, ça relève de la psychiatrie. Et quand je vois d'autres qui sont capables de travestir des faits évidents, d'inventer des choses incroyables, toujours dans le même but, obsessionnel, antisémite, mais vraiment, c'est clairement antisémite, il n'y a plus tergiversé, clairement antisémite, anti-israélien comme un antisémitisme, antisioniste comme un antisémitisme comme un antisémitisme, alors ça relève de la psychiatrie, oui. Mais comme c'est pas mon job, je ne sais même pas ce qu'il a fait d'ailleurs, parce qu'il dit qu'il a fait, mais en fait, il m'accuse de choses assez étranges, puisqu'il faudrait qu'une instance quelconque ait déjà défini que ce soit un génocide, ce qui est évidemment pas le cas. Il dit que vous moi- faites l'apologie ouais. du Moi, je dis terrorisme. simplement, écoutez, le terrorisme, c'est le 7 octobre. Parce que le 6 octobre, personne ne bombardait Gaza. Le 6 octobre, il faut toujours avoir ça à l'esprit. L'enchaînement des temps. Le 6 octobre, personne ne bombardait Gaza. Le 7 octobre, un drame absolu se passe avec des actes terroristes, des assassinats, des viols, des horreurs absolues. Et ensuite, il y a un État qui se défend. Alors, ça peut ne pas lui plaire, ce que je conçois, puisque lui, ce qu'il voudrait, c'est l'éradication de cet État. Mais c'est un fait que Israël a l'obligation, en tant qu'État,
de se défendre. Je relisais tout à l'heure, en attendant, le livre remarquable de Sun Tzu, L'art de la guerre. Bah, l'idéal dans la vie, bien sûr, c'est de ne pas avoir besoin de livrer de guerre, mais quand il faut le faire, il faut le faire. Et c'est le principe d'ailleurs du judaïsme. C'est pas un principe contemporain, contingent à ce moment de notre époque, de notre histoire. C'est le principe de la Bible. L'idéal, c'est de ne pas avoir besoin de livrer la guerre, parce que la guerre, ça fait toujours des dégâts terribles. Mais quand on est obligé de la faire, il faut la faire selon des règles, ce qu'on appelle jus in bellum, Alors le, justement, le on va droit en de la venir. guerre dans la guerre, et ensuite de faire en sorte que on obtienne ces buts de guerre qui sont l'éradication, c'est-à-dire l'éradication d'un mouvement qui nie l'existence et la potentialité de l'existence d'Israël et qui va... Mais regardez les portraits qui sont devant nous, là, ces otages. Comment penser sereinement, quand on les voit, comment penser sereinement quand on sait qu'il y a encore une semaine, ils ont assassiné de sang-froid des otages qu'ils avaient pour ne pas que les Israéliens qui avançaient les trouvent. Donc en fait, on est dans quelque chose d'horrible et l'horreur de ce que vivent les otages, l'horreur du 7 octobre est passée par perte et profit dans l'esprit de ces gens, et comme si c'était impensable et qu'on devait voir uniquement ce qui s'est passé il y a les 10 dernières minutes. Mais c'est pas comme ça la vie. Il y a une profondeur du temps qu'on est obligé d'intégrer. Vous maintenez l'expression que vous avez utilisée sur BFM TV, Je fait maintiens. de guerre, pour évoquer les victimes civiles Écoutez, palestiniennes. Vous avez dit que ces morts n'étaient pas du même ordre que les morts israéliens du 7 oui, octobre parce et que... partant de Mais ces 6 otages. enfin, il n'y a Vous même pouvez pas nous besoin... expliquer quelle différence vous faites Pas précisément? besoin d'argumenter très longtemps. Relisez un texte merveilleux de Yann Moix que j'ai lu là, la semaine dernière, il m'a bluffé. Au fond, quand vous avez le 7 octobre des gens qui viennent assassiner et enlever, violer, brûler, détruire, déshumaniser, c'est pas la même chose que l'armée israélienne qui bombarde, prévient d'abord, essaie d'enlever les civils des endroits où ils vont bombarder, les préviennent à l'avance pour pouvoir attaquer les groupes terroristes. Et il y a ce qu'on appelle en termes militaires des dégâts collatéraux. Pardon, c'est un terme qui peut choquer les civils. Moi, j'étais au modèle des armées. Un dégât collatéral, c'est vous bombardez les méchants, et à côté, il y a des gentils qui sont là, ou malheureusement, comme c'est le cas à Gaza, qui sont utilisés comme boucliers humains. Parce que les terroristes connaissent les désirs humanistes de l'armée israélienne et ses impératifs moraux. Et donc, ils jouent avec les impératifs moraux d'Israël. Et c'est l'honneur d'Israël de ne jamais céder, de ne pas se laisser enfermer dans ce qu'a un psychiatre militaire qui est un homme formidable qui s'appelle... On va mais je vais le retrouver le trouver, nom, je vais oui, trouver oui, ça oui. dans quelques instants, appelle le défi de Lucifer. C'est-à-dire quand l'ennemi vous emmène à chuter comme lui. Et Israël reste toujours ce pays et cette armée morale, au point que Mm. si un soldat dérape et fait quelque chose d'inadmissible, il est sanctionné par sa hiérarchie, sanctionné par la justice de son pays, et c'est une garantie de respect des droits de l'homme. Donc, voilà. Mais Et alors, ce psychiatre, ça va me revenir, parce que c'est le est-ce que vous frère du comprenez? grand astronaute français, il Ok, s'appelle Patrick Clairvoy. bravo. Voilà. Mais est-ce que vous comprenez que pour certains en France, notamment puisque vous êtes grand rabbin de France, cette position que vous défendez ne soit pas entendable? En quoi la vie Entendable? d'enfants palestiniens victimes des bombardements israéliens à Gaza n'aurait pas la même valeur que Mais, celle, par exemple, des mais, petits-enfants Kfir mais retenus en pardon, otage par le qui a Hamas? dit que c'est pas la même valeur? Vous voyez, là, c'est une interprétation assez honteuse de ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit qu'il y avait des vies qui valaient plus que d'autres ou Mhm. d'autres qui valaient moins que d'autres. Jamais. C'est le La caractère vie, c'est la vie. barbare de... Et puisque Ouais. vous m'avez fait l'honneur de lire attentivement mon livre, c'est ce que j'ai écrit parce que je suis porté par une foi qui a toujours reconnu l'unicité de l'humanité. Il n'y a pas des humanités, des sous-humanités. C'est nous, en général, qui avons été qualifiés de Untermensch, de sous-humains. Donc, nous, jamais, dans l'histoire juive, jamais on a considéré qu'il y a quelqu'un qui est un sous-humain. Au contraire, même celui qu'on doit combattre, il reste notre frère en humanité. Mais et d'ailleurs on le voit par exemple, quand Dieu refuse de chanter, quand les Hébreux passent la mer Rouge et les Égyptiens passent la mer Rouge et les Égyptiens sont engloutis, les Hébreux chantent, les anges chantent, et ils disent à Dieu, pourquoi tu chantes pas, dit le Midrash? Et Dieu leur répond, Mm. mes enfants, les Égyptiens, sont en train de mourir, vous voulez que je chante? Qui vous dit que personne ne peut prétendre que, mais pas que les enfants, que les habitants de Gaza, personne n'a le droit de dire qu'ils ne sont pas les enfants de Dieu.
Et donc, nos frères en humanité, nos frères et nos sœurs en humanité. Sauf que ils sont otages de la politique, de ce que fait le Hamas. Et donc, il faut dire les choses très clairement. À la fois les victimes israéliennes du 7 octobre et les victimes depuis à Gaza sont les victimes du Hamas. Est-ce que vous considérez que Il peut Israël refaire un article 40 à qui il veut. est-ce que, Israël aujourd'hui est confronté à un dilemme moral, hein? Je reprends le titre d'un éditorial de Luc Barochès dans le journal Le Point. Ce dilemme qui serait la libération des otages, donc la vie des otages qu'ils sont encore, qui l'emporterait ou non sur la sécurité de l'État? Et C'est comment un texte formidable, vraiment, et bouleversant parce que oui, c'est le choix des uns ou le choix de l'espérance collective. Je pense qu'il y a une voie, un chemin de crête à trouver entre les deux. C'est que le risque majeur, si vous voulez, c'est d'en venir à valider l'emploi des otages et l'emploi de la violence comme arme pour forcer l'autre qui a des limites morales, éthiques. Et donc à ce moment-là, il n'y a plus de fin. Ce qui était la théorie classique israélienne, on négocie jamais. Parce que si vous négociez, vous donnez un prix incroyable à n'importe quel Israélien dans le monde, n'importe quel Juif dans le monde, qu'il suffirait d'enlever pour en faire un moyen de pression terrifiant sur Israël ou sur n'importe qui. Mais en même temps, je comprends, si vous voulez, ce rêve de voir les otages revenir. On le vit tous. Donc, peut-être qu'une solution serait de négocier non pas l'arrêt, mais une sorte de demande qu'avait lancée d'ailleurs le président Macron au départ. Mais si tout le monde est d'accord que le Hamas est coupable d'avoir fait ce qu'il a fait le 7 octobre et d'entretenir la guerre et de faire en sorte qu'il y ait autant de morts à Gaza, mais qu'il y ait une force internationale qui vienne, non pas s'interposer, mais faire en sorte d'empêcher le Hamas de poursuivre. Et donc, ce ne serait pas Israël de faire les choses. Pourquoi Israël est seul à faire ce qu'il faut faire pour empêcher le mal d'être, alors qu'en fait, c'est l'ensemble de l'humanité qui en bénéficie? Parce que d'où viennent tous les attentats qui sont de la même engeance? Donc en fait, si on pense que c'est honteux ce que fait Israël, très bien, que les nations, que l'ONU, qui a tant de zèle à critiquer Israël dans tout ce qu'il fait, eh ben que l'ONU mette des forces, enfin qu'elle ne fasse pas comme d'habitude, c'est-à-dire que dès que ça chauffe, qu'elle retourne, ce qui a été l'histoire d'Israël en 67 par exemple. Mais non, en 56. Moi, ce que je dis, c'est que oui, il y aurait une logique à ce que le, le, le- le combat contre le mal soit mené par l'ensemble des démocraties, comme c'est au fond la règle dans tant et tant de terrains d'opération qu'on peut avoir. Mais je me dis, cette attention, hein, je comprends que la Bible dise les yeux de Dieu et donc du monde seront sur cette terre du début de l'année à la fin de l'année. Mais vous voulez que je vous parle de ce qui se passe au Soudan en ce moment? Ça intéresse qui? Caron a fait une manif, Soudé elle a fait une manif, Logu il a fait quelque chose, il a mis le drapeau soudanais à l'Assemblée. Donc en fait, vous voyez que c'est toujours quelque chose qui relève d'un deux poids deux mesures, comme le dirait la Bible, Epha va Epha, une mesure pour les uns et une mesure pour les autres, et que c'est toujours comme si on demandait à Israël d'être plus juste que les pays justes du monde, alors que notre rêve, c'est qu'Israël soit un pays normal comme tout le monde, qu'on puisse aller tranquillement en vacances, qu'on soit pas obligé de revenir en urgence parce que les aéroports sont fermés, les avions ne puissent pas voler, qu'on puisse être serein et qu'on puisse être serein pour nos frères et nos sœurs en Israël, qu'on puisse avancer dans les fêtes religieuses sereinement, qu'on puisse commémorer l'année au moment de Simchat Torah du 7 octobre sereinement dans le recueillement, dans la tristesse, mais au moins dans le calme, qu'on ne soit pas obligé à la fois de commémorer et de continuer le combat. Combat, ici pour nous, on ne combat pas tous les jours, mais ce combat moral qui consiste à dire, mais comment c'est possible de devoir encore 60, plus de 75 ans, presque 80 ans après la création de l'État d'Israël, de devoir encore combattre moralement pour expliquer à des gens que oui, l'État d'Israël existe et qu'il existera. Quand j'entends des gens dire c'est qu'une parenthèse dans l'histoire du monde, mais c'est eux qui sont la parenthèse. La réalité, c'est que les Palestiniens, je ne dis pas le Hamas, les Palestiniens et les Israéliens vont vivre ensemble
dans le futur, ils vont vivre. Parce qu'ils vivent déjà ensemble. C'est bien de le dire. Mais oui, je vous dis, ils vont vivre ensemble. Et de la même façon C'est qu'ils n'ont pas qu'après d'autre choix, Nova, peut-être, bah, en même temps. C'est une réalité, voilà, c'est une c'est un réalité, ils fait. vivront ensemble. Partout, des fois, on a un problème de voisinage et on se dit, mais comment je vais faire? Il y en a qui disent, on s'en va. Oui, mais il y en a qui disent, on va trouver peut-être les moyens de s'arranger. Et moi, j'ai assez d'amis, y compris à Bethléem, enfin, des Palestiniens, des Israéliens, qui en fait rêvent que d'une chose, c'est qu'il y ait assez de paix et de sérénité pour que le commerce et donc la vie puisse reprendre sereinement. Voilà une belle aspiration avant le nouvel an. Très belle. On va s'arrêter sur ce message d'espoir, d'espérance même, et de paix comme l'espérance et violence. Je rappelle à nos auditeurs, c'est le titre de votre dernier livre publié chez Flammarion. Merci Chaim Corsia d'avoir été avec nous sur RCJ. Et merci à vous, Laurence Goldman. On se retrouve dans un instant sur RCJ. RCJ Midi, Elsa Parienté. Après l'Eurovision et pour la première fois en France, retrouvez la star israélienne Eden Golan lors de l'événement musical solidaire de la rentrée du FSJU, les Raïm à la vie. Rendez-vous le mercredi 25 septembre à 19h au Casino de Paris. Un événement présenté par John Ellet Jam avec en guest David Ababou, Aliel, Sharon Laloum et de nombreuses autres surprises. Réservez vite vos places en ligne sur billetweb.fr/alavie, billetweb.fr/alavie ou sur fsju.org. Un concert en faveur des actions solidaires du FSJU en Israël. RCJ, la radio à l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. RCJ Midi, Elsa Parienté. Midi 52 sur RCJ et en cette rentrée, notre chroniqueuse cinéma Anne-Marie Baron se trouve en ce moment à la Mostra de Venise. Cinéma, Anne-Marie Baron. Bonjour Elsa. L'atmosphère est lourde à la Mostra de Venise et pas seulement à cause de la chaleur caniculaire. Car si les stars sont bien sur le tapis rouge, les films ne sont pas souvent à la hauteur et le sexe omniprésent ne réussit pas à faire oublier les horreurs de la guerre. Les comédiens italiens, traditionnellement à gauche, affichent comme Elsa Morante le drapeau du Hamas sur un t-shirt où se lit en gros caractères « Free Palestine ». Dans une section parallèle, la section Horizonti, se côtoie le documentaire palestinien de Svandar Kopti, Happy Holidays, et le documentaire de Danny Rosenberg, qu'il avait annoncé au dernier festival du cinéma israélien, Al-Klavim ve'Anashim, of Dogs and Men, qui montre Dar, un garçon de 16 ans, retournant dans son kibbutz à la recherche de son chien, perdu lors de l'attaque du 7 octobre. Évidemment, la question qui brûle toutes les lèvres est posée par le titre du documentaire d'Amos Gitaï, Why War? Pourquoi la guerre? Le film commence par de longs travelling sur le mur des otages à Tel Aviv, sur la place des otages, sur la longue table vide, mais le sujet est en réalité une interrogation philosophique, la question qu'Einstein a posée à Freud sur les raisons de toute guerre, et la réponse de ce dernier, le malaise dans la civilisation et cette pulsion de mort qui habite les hommes depuis la nuit des temps. Le film est un peu grandiloquent et emphatique par ses images, sa musique et sa mise en scène très théâtrale. À part ça, le cinéma français ne s'en tire pas trop mal, avec le film d'Emmanuel Mouret, Trois amis, au scénario astucieux et au dialogue très fin. Quant à leurs enfants après eux, des frères Ludovic et Zoran Boukerma, d'après le roman de Nicolas Mathieu, il rend bien l'atmosphère de cette région du Grand Est, où les jeunes livrés à eux-mêmes peuvent commettre les pires méfaits. La violence de l'intrigue, rigoureusement mise en scène, est malheureusement édulcorée par un dénouement consensuel
qui arrive très tard. Quand donc les cinéastes apprendront-ils à faire des coupes dans leurs œuvres? Même problème, mais standing ovation pour The Brutalist de Brady Corbett, qui met 3h35 à raconter l'histoire de Laszlo Toth, un architecte juif de Budapest qui a réussi à survivre à la guerre. Il est aux États-Unis dans les années 40, seul, mais il sait que sa femme Erzébeth, également en vie, pourra le rejoindre un jour et qu'ils pourront se construire une nouvelle vie. Le réalisateur, Brady Corbett, n'utilise pas de flashback et se contente de nous informer sur les péripéties de l'intrigue par ce que disent ses personnages et ce qu'ils décident d'ignorer. Felicity Jones est excellente dans le rôle de l'épouse et Adrian Brody fait preuve d'une maîtrise totale avec ce personnage d'obsédé qui croit se construire une oasis spirituelle mais se crée en réalité une véritable prison mentale. Rien à voir avec Brad Pitt et George Clooney, réunis pour la 6e fois depuis Ocean's 11 et toujours aussi pétulants dans Wolves du Canadien John Watts, en loup solitaire qui se voient obligés de travailler ensemble parce qu'ils ont été chargés du même boulot de fixeur en même temps. Ce thriller comique sortira en France le 18 septembre et va sûrement remplir les salles vu le délire qu'ont causé les deux acteurs sur le tapis rouge. Merci beaucoup Anne-Marie Baron. Et pour conclure cette émission, l'histoire juive du jour, c'est avec Jérôme Attal. L'histoire du jour, Jérôme Attal. Lorsqu'Hitler envahit la Pologne en 1939, les Juifs polonais étaient entre deux bêtes immondes, les nazis à l'ouest et les communistes à l'est. Pourtant, grâce à un homme, des milliers de Juifs ont trouvé refuge au Japon. Shun Sugihara est né le 1er janvier 1900 à Yaosu, dans une famille de samouraïs de la classe moyenne. Parlant couramment le russe et l'allemand, en 1939, il est recruté par le ministère des Affaires étrangères et il est affecté comme consul à Kaunas, en Lituanie. Les soviétiques ne délivraient de visa qu'aux personnes possédant un visa d'entrée dans un pays étranger, mais il était impossible de trouver un consulat étranger qui l'accorderait. C'est à ce moment que Shun Sugihara entre en scène. Il a travaillé jusqu'à épuisement pour délivrer des visas à des milliers de Juifs fuyant les nazis, et ce, malgré le refus du gouvernement japonais. Shun Sugihara accorda des visas de sa propre initiative. Il passait 18 heures par jour à rédiger des visas. Il refusait de prendre des pauses pour manger, sachant que chaque minute permettait de sauver une vie. À la fin de chaque journée, sa femme lui massait ses mains, enflées par la tâche. Le 4 septembre 1940, le consulat ferme en raison de l'invasion nazie imminente. On estime qu'il a ainsi sauvé la vie de plus de 6000 juifs polonais et lituaniens. Son courage lui a valu le surnom de Schindler japonais. Après la guerre, il a vécu dans la pauvreté. Ce n'est qu'en 1985, découvert par un diplomate israélien au Japon, il a été reconnu juste parmi les nations par l'État d'Israël. Shun Sugihara est décédé le 31 juillet 1986. Une importante délégation de Juifs du monde entier est apparue à ses funérailles, dévoilant son histoire au peuple japonais. 2 générations plus tard, plus de 40 000 Juifs descendent de ceux qu'il a sauvés. Nous ne l'oublierons jamais. Nous sommes le 4 septembre. Merci beaucoup Jérôme Attal, c'est la fin de cette édition sur RCJ. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite un peu de musique avant l'émission La coopération féminine présentée par Laurence Goldman avec Evelyne Fabricante, la présidente de la coopération féminine. Bonne journée sur RCJ. RCJ Midi, Elsa Parienté. Découvrez Chic Chac, la nouvelle ligne de soins naturels pour les cheveux signée Sarah Guetta, la coiffeuse des stars. Chic Chac, une ligne innovante de produits capillaires, naturels, vegan et